Ok, cool. Du coup, n'hésite pas à démuter quand vous avez des questions. L'objectif, c'est de m'interrompre le plus violemment possible dès que vous avez une question ou une remarque. Ça ne me dérange pas du tout que ce soit interactif, même si du coup, genre, ça risque d'être un petit peu difficile vu que je suis en présence robotique. Mais donc aujourd'hui, je vais vous parler de données âgées dans des flux, vieillies dans des flux même, et du coup de ce que c'est une base de données dans un milieu entre guillemets industriel, en dehors notamment par exemple d'un cours d'université, et genre dès qu'on commence à avoir pas mal de données. Ah bon, du coup, évidemment, toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. Ceci n'est jamais arrivé nulle part à personne, et je ne fais que raconter des histoires parfaitement fictives. Bon, du coup, je vais vous emmener dans un petit voyage où on va a priori ensemble faire un petit peu de software pour la Hurla Brasserie, qui est évidemment la brasserie qui crée de la bière pour le hackerspace de l'ULB. Et du coup, il y a une spec relativement claire euh, qui nous demande de loguer chaque bouteille dans une base de données. Euh, donc en gros, à chaque fois qu'une bouteille de bière est produite dans la brasserie, sur la brasserie, il va falloir faire une entrée dans une base de données quelque part. On ne peut pas dépendre de la connexion Internet, parce que euh, si on dépend de la connexion Internet et qu'on dit bah, j'ai pas réussi à écrire ma ligne dans ma base de données parce que j'avais pas Internet, on va arrêter toute la production de bière. Et du coup, on n'a vraiment pas envie que ça arrive. Donc, on ne peut pas dépendre de la connexion Internet. Tout doit pouvoir se faire a priori en local, entre guillemets, encore une fois, entre guillemets. Et du coup, on a besoin de ces infos-là, le timestamp d'étiquetage, le numéro de série de la bière, parce elles ont toutes un numéro unique, le nom de la bière, le numéro du brassin, et du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est un brassin, c'est comme un batch de bière, donc c'est des hectolitres et des hectolitres de bière avant qu'elles arrivent dans les bouteilles, et puis du coup, la date du brassin. C'est quand est-ce qu'on a créé ce premier batch ce premier hectolitre de bière. Ensuite, je vais essayer de passer de slide, c'est quelque chose que je peux faire. Excusez le setup un peu douteux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Notre architecture, elle va être relativement simple. Donc, dans la brasserie, on a le carré jaune ici. Ça, c'est tout ce qui va se passer physiquement dans les locaux de la brasserie. On a un petit peu de software qui va, depuis plusieurs sources, écrire dans une base de données locale des documents qui ressemblent à ça. Okay, donc, ça, c'est juste ce qu'on a listé tout à l'heure. Hein, c'est le timestamp, le serial number de la bière, le nom, le brew date et le brew ID. C'est vraiment tout simple. On va prendre ces infos de différentes sources. Donc, ça peut être l'usine à bière qui nous envoie des infos par Ethernet. Ça peut être un utilisateur qui rentre dans une petite interface qu'on leur donne dans l'usine, le nom de la bière qui est en train de produire. Okay, et donc, on prend toutes ces infos-là, on fait un petit bout de software qui agrège toutes ces données-là et puis qui va écrire dans une base de données locale. Ensuite, on va écrire un petit bout de software qui synchronise cette DB locale dans le cloud pour qu'on puisse faire de l'analyse dessus et que les mecs puissent avoir leur belle web app qui va leur montrer toutes les bières qu'ils ont produites jusque-là. Ok, donc premier warning. Tout ce qu'on va proposer là dans les prochains slides, n'essayez pas ça à la maison, c'est très dangereux, ça peut vous faire très mal et provoquer des brûlures. Bon, admettons. Ceci étant dit, tout va bien. Enfin, presque. On a notre super brasseur. C'est pas tout à fait pratique, effectivement, quand il va voir dans le cloud et qu'il regarde les données qui ont été produites, il se rend compte que les dernières données, elles datent juste d'hier à 23h59. C'est pas super pratique pour lui parce qu'il a envie d'avoir des infos sur sa production de bière en temps réel. Donc, du coup, on l'explique en fait, on a notre RIP qui tourne sur un cron tous les jours à minuit et qui upload toute ta base de données. Donc, forcément, tu n'auras pas des données plus récentes que depuis le dernier jour à minuit. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Très très simple, on va changer notre cron tab, on va trigger ce script toutes les 15 minutes et tout va très bien se passer. Un mois plus tard, le sync prend 5 heures à s'exécuter, c'est plus très sympa.
Notre petit brasseur est pas très content, ça se voit à ses sourcils. Et du coup, on a un petit problème, on se demande bah, qu'est-ce qui se passe. Les dernières données qu'il voit dans sa base de données dans le cloud, c'est des données qui datent d'il y a 5 heures. Bon, en gros, c'est pas très compliqué, hein, la base de données, ils ont produit des tonnes et des tonnes de bière. Il y a 100 millions d'entrées, elle fait 10 gigabytes. Et du coup, bah, ça prend juste du temps sur la connexion Internet pourrie depuis la brasserie de sync simplement la DB locale vers la DB de cloud. Bon, vous allez me dire, relativement simple, hein, encore une fois, on a une solution qui fonctionnait bien, on peut la fixer relativement rapidement, donc on va la fixer relativement rapidement. Euh, et qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pratique. Dans les entrées qu'on mettait dans notre base de données, il y avait un timestamp qui disait quand la bière avait été étiquetée. Bah, on peut simplement filtrer sur ce timestamp et se dire, bah, on va simplement synchroniser que les 15 dernières minutes et on va faire ça toutes les 15 minutes. Donc tout va très bien se passer. On sait que maintenant, même si notre DB local est grandi, on va pas avoir besoin de tout uploader comme des sauvages à chaque fois. Donc on ne signe que les 15 dernières minutes. Tout va bien. Ok, entre-temps, la brasserie commence à s'étendre. Ils en ont une deuxième maintenant, donc ils produisent 2 fois plus de données. A priori, c'est pas trop un souci, hein, le code est le même, le schéma est le même, les documents sont les mêmes, ils demandent la même chose. Bon, le seul petit détail quand même, c'est que maintenant le nom de la bière arrive par Ethernet, donc c'est l'usine qui nous le donne directement, et c'est pas l'utilisateur qui va la rentrer directement via une interface graphique. Donc bon, le software est un petit peu différent, mais c'est juste là, donc vraiment pas de souci. Tout va bien. Ok, un mois plus tard, on a besoin d'un nouveau champ. C'est un champ qui s'appelle Controlled. En gros, c'est un mec qui est en bout de ligne, qui va boire une bière sur 1000 et qui va nous dire si elle est bonne. Donc, pas trop compliqué a priori comme job. Ce mec-là attend que les bouteilles finissent à la fin. Il en ouvre une, il la boit, il nous dit si c'est bon ou pas en appuyant sur un gros bouton à la fin de la ligne. Bon, le problème, déjà, c'est que ça nous fait 2 déploiements. Parce qu'on a 2 bouts de software différents ici, qui sont un tout petit peu différents, hein, mais dans lesquels on va devoir juste déployer le fait qu'on va rajouter le champ control et l'input du champ control par le mec qui boit sa bière en fin de ligne. Il y a ça. Et en plus de ça, on nous dit, bah, comme le mec il est en fin de ligne, déjà, les bouteilles, elles arrivent 5 minutes après être passées dans notre système. Et en plus de ça, bah, ça peut lui prendre un tout petit peu de temps de boire sa bière. Parfois, ça lui prend 5 minutes, parfois 10 minutes, et puis en fin de journée, ça lui prend 20 minutes parce qu'on peut vraiment plus. Et du coup, bah, on peut connaître cette valeur que 20 minutes après. Le problème, c'est que nous, on produit la donnée à un début, 15 minutes plus tard, elle est synchronisée, et du coup, si le truc arrive plus tard, 20 minutes plus tard, bah, on a passé notre synchronisation et on va jamais upload le champ control d'IS parce que le mec a juste raté la fenêtre d'upload où on se disait, bah, nous, on upload les 15 dernières minutes, toutes les 15 minutes. Bon, donc notre petit hack de tout à l'heure fonctionne plus trop, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Très simple. On va juste sync les 15 plus 20 dernières minutes en espérant que le mec, du coup, ait bu sa bière dans les 20 dernières minutes. Bon, là, on se rend compte quand même que, du coup, la latence qu'on va s'autoriser dans notre système, elle va vraiment dépendre de ce qu'on autorise comme dernier changement à notre client dans sa brasserie, quoi. Donc, si lui, il veut changer ses données du jour d'avant, bah, ça veut dire qu'on doit, a priori, uploader toute la journée d'avant et ça commence à faire des gros volumes et on n'a pas vraiment envie de le faire. Du coup, on doit équilibrer la latence avec ce que le client peut faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Bon, admettons, on a passé ça, tout va bien. Enfin bon, il y a quand même une petite typo qui est passée dans la config du software. C'est pas agréable. Pourquoi c'est pas agréable? Parce qu'une typo qu'il y a dans la config du software, potentiellement, bah, ça s'est propagé dans la DB locale et puis comme on la synchronise, bah, c'est passé dans la DB cloud. Donc là, ça commence à devenir chiant parce qu'on a un truc qui était corrompu, qui était une simple typo qui est passée à travers une code review. Même si on avait un super bon process, bah ouais, la config, on a déployé avec une typo et du coup, bah, on a des problèmes dans toutes nos données partout. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il va falloir changer la donnée qui était vieille. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut la changer, hein. Il faut la réparer. Et en plus de ça, on est obligé de fixer la source de la donnée. Alors, très bien. Sauf que du coup, les consommateurs, enfin, changer la source de la donnée, ça veut dire potentiellement arrêter la ligne de production de bière. Et c'est sans doute la dernière chose qu'on a envie de faire.
parce que simplement, nous, on veut déployer du nouveau software, ça va prendre un tout petit peu de temps et on veut vite tester avant de leur lancer en production. Donc, ça va prendre au moins 5 minutes, parfois même plusieurs heures, de redéployer le software là à la brasserie. Et en plus de ça, la brasserie s'est étendue. Maintenant, ils sont 4. Donc, ça veut dire qu'il va falloir fixer 4 sources et donc faire 4 déploiements à 4 endroits différents et il va falloir arrêter toutes ces brasseries-là. Bon, admettons. On est un peu fatigué de cette histoire, mais on l'a fait. On est plusieurs jours plus tard, on a déployé nos 4 brasseries, on a fixé notre donnée, tout s'est bien passé. Et qu'est-ce qu'on a appris? Les free fields, c'est le diable. Donc, on ne faut plus jamais demander à quelqu'un d'écrire du texte et de rentrer dans une base de données tant qu'on peut l'éviter. Pareil pour la config, on veut mettre des énumérations sur nos schémas, on veut éviter qu'il y ait des nouvelles valeurs qui arrivent avec des typos. On se rend compte aussi que le système commence à vraiment juste plus être pratique. On est fort couplé au software d'écriture. S'il y a un problème dans la base de données de cloud, on est obligé d'aller changer des trucs dans toutes les brasseries qui produisent de la donnée, mais ça va. C'était qu'une typo. A priori, on n'a pas de problème. Donc là, on est 5 minutes plus tard. On se rend compte qu'on a fait une fausse manipulation dans la migration. Toutes les bières ont le même nom parce qu'on a oublié un filtre. Et du coup, à travers toutes les bières, à travers toute la base de données, on a fait un incendie, il n'y a plus rien qui fonctionne et on a pété la production. Bon, outre le fait qu'on aurait dû tester notre migration sur une base de données de test et pas sur la production parce qu'on est des sauvages, c'est un vrai problème qu'on ait pu réussir à faire ça. Et aussi, du coup, ça va nous prendre une plombe de réparer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On restaure le backup d'hier. Si on a bien géré nos backups et qu'on sait qu'on peut les restore et qu'ils n'ont pas failli depuis 2 semaines parce qu'ils avaient, je sais pas, par exemple, plus de place dans le disque là où on les sauvait, ou alors simplement, je vais pas parler de backup parce qu'il y a déjà une première présentation qui en parlait un peu, je pense que on a déjà un peu couvert le sujet. On est obligé du coup de resync toutes les brasseries pour les données d'aujourd'hui, parce que forcément, si on restaure le backup d'hier, on n'a pas les données qui ont été codées aujourd'hui. On est obligé de réappliquer la migration corrigée. Et encore heureux que finalement, la donnée source était toujours sur les machines locales, parce que si notre software qui sync toutes les 15 minutes en profite pour delete la donnée sur place parce que ça prend juste de la place, on aurait été dans la merde et on aurait perdu une journée de données. Mais ça va. Ça va, c'était qu'une type. Bon, un mois plus tard, on commence à avoir les mecs qui utilisent la web app sur le cloud qui nous disent bon, les requêtes sont trop lentes. Oui, c'est normal. On a, je sais pas, peut-être 100 millions de lignes où on nous a dit qu'il y avait une bière qui était passée quelque part dans une brasserie. Et eux, en fait, il y a un seul truc qu'ils veulent connaître pour le moment, c'est juste les différents ID de brassin. Donc, c'était le champ qui est ici. Et en gros, le problème, c'est qu'il y a 100 000 bières par brassin. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est que s'il y a N brassins, on est obligé de scanner N fois 100 000 documents juste pour aller voir toutes les valeurs différentes de ce champ-là pour connaître simplement tous les ID de brassins. Donc, s'il y avait 10 brassins, ça fait 1 million de documents qu'il faut, ou de lignes dans une base de données qu'il faut, j'ai dit documents, le mot qu'il faut pas, qu'il faut scanner. Bon, évidemment, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans ces trucs-là, il y a plein de solutions qui auraient rendu le truc plus rapide, mais on oublie un peu ça pour l'exemple ici. Donc, c'est pas top. On se rend compte qu'on aurait dû modéliser les trucs séparément. On aurait dû faire une ligne pour les brassins et une ligne pour les bières, et puis mettre une relation entre les deux. C'est des choses qui arrivent. Hein. Parfois, si on réfléchit pas trop ou si on est dans le feu de l'action, on a mal modélisé le truc, ou simplement on apprend au fur et à mesure des nouveaux besoins que la brasserie nous envoie, et on se rend compte qu'on a mal modélisé le truc au départ. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, on commence à avoir une armée de brasseries qui envoient des données dans la DB Cloud. On pourrait dériver. Donc ça, en gros, c'est quoi? C'est partir de la DB dans le cloud et essayer de créer une base de données un peu dérivée de ces trucs-là. Donc ça pourrait fonctionner par nous qui prenons toute la DB qui est dans le cloud, on run la query tout simplement à travers tous les documents, de dire quels sont les différents brassins qu'on a dans ces DB, et puis on met à jour celle-ci. Bon, donc ça veut dire qu'on a les mêmes problèmes qu'avant. On a un jour de latence parce qu'on run ce script-là tous les soirs. On pourrait faire pareil avec que dire on va le faire toutes les 15 minutes sur les données des 15 dernières minutes, mais encore une fois, il y a le problème que si nous, on fait une grosse migration qui corrige plein de données d'il y a 3 mois, elles ne sont pas mises à jour dans la DB de brassin. Donc, juste, c'est une solution qui n'est pas élégante ou qui ne fonctionne pas forcément. C'est un peu, on commence à vraiment empiler des hacks
D'autant plus que le champ qu'il fallait rajouter control, bah, comme il y avait plein de nouvelles brasseries déployées, on n'a pas eu le temps de déployer ce nouveau champ dans les brasseries 1, 2 et 4. Donc les données qu'elles envoient, c'est un petit peu différentes. On se rend compte aussi que sur les brasseries 2, 7, 6 et 8, bah, il y a un bug dans les données, donc qui est assez difficile à détecter. Donc un humain est obligé de regarder la donnée pour savoir s'il y a un bug dedans ou pas. On ne sait pas trop quand c'est arrivé. On sait que c'est arrivé à partir plus ou moins de février l'année passée, et on ne sait pas trop quand ça a commencé. Et on pense que c'est ces clients-là qui l'ont, mais on n'a pas beaucoup plus d'infos puisqu'on ne peut pas détecter le bug de manière programmatique. Un humain doit voir le truc. Ok, donc ça c'est déjà dommage qu'on puisse pas voir enfin, facilement trouver les plages de temps sur lesquelles on aurait pu avoir ce bug parce qu'on n'a juste pas de numéro de version du code source qui a généré ces données-là. Donc, dans nos données, on aurait pu rajouter, si je remonte un petit peu, dans le document, ici on aurait pu rajouter une ligne qui dit bah je suis le code version 14.2 qui a écrit cette ligne-là. Et si on avait su que le bug était affecté aux versions 14.2, bah on aurait pu identifier tous ces trucs-là facilement. Sauf que on n'a pas mis cette ligne-là dans notre document et donc il va falloir aller regarder les données un peu de manière dichotomique et comprendre à partir de quand les données étaient corrompues. On n'a aussi pas de numéro de version du schéma, donc c'est difficile de savoir quelle brasserie autre que juste, on le sait parce qu'on est des êtres humains et qu'on sait qu'on n'a pas encore déployé et qu'on n'a que 9 brasseries ici, mais le jour où on avait 10, je ne saurais pas. On n'a pas de version de numéro de version du schéma et donc bah, on est obligé aussi de deviner à partir des documents qui sont sauvés quels sont les schémas qu'on a utilisés pour générer ces documents-là. Mais on a un schéma et ça, on en est plutôt fiers et c'est peut-être le seul truc qu'on a bien fait jusque-là. Ok, en plus de ça, on a de l'autre côté une grosse équipe de data scientists qui nous demande si on peut analyser la donnée avec ceci, c'est ClickHouse, c'est une base de données columnar. Ça nous permet de faire des grosses analytics sur des volumes de données gigantesques. Et eux, ils veulent faire ça. Donc, pareil que pour la base de données des brassins, on pourrait prendre la DB Cloud ici et plus ou moins la copier tous les jours dans ClickHouse, mais ils ont déjà expliqué pourquoi c'était pas forcément une bonne idée. Donc, quand je vous parle de bugs qui arrivent sur des plages de temps inconnues, je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de vous raconter des trucs que nous, on peut avoir. Alors, moi, je bosse dans une boîte qui, shameless plug, hein, mais je bosse dans une boîte qui inspecte des pièces sur des lignes de production. Et donc, on a des caméras qui regardent des lignes de production et qui prennent plusieurs photos par pièce. Et ensuite, nous, on va détecter des défauts sur ces pièces-là. Donc, en gros, comment ça, c'est pas très compliqué. Hein. Là, par exemple, on a un système avec 2 caméras et on va prendre 1, 2 et 3 photos par caméra pour cette pièce-là. Si on avance dans le temps, il y a une deuxième pièce qui arrive et donc nos caméras voient qu'il y a une pièce qui arrive et donc on va prendre pour chacune des caméras 3 photos. La troisième pièce, c'est pareil, on prend pour chacune des caméras 3 photos. Puis on se rend compte qu'il y a un petit truc sympa qu'on pensait pas possible, mais c'est possible parce que le monde réel est réel. Il y a parfois des interférences électromagnétiques dans les câbles des caméras qu'on utilise, donc qui sont dans les usines dans lesquelles on est déployé. Et du coup, ces trucs-là font en sorte qu'une caméra prend une photo sans qu'on lui ait demandé. Et du coup, nous, notre software, qui ne pensait pas ça forcément possible, quand il va continuer d'assigner en gros les images aux pièces, il va simplement continuer sa logique qui dit bah tiens, toutes les 3 nouvelles photos, j'ai une pièce. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? La prochaine fois que nous, on demande réellement à la caméra de prendre des photos, on va lui demander de prendre 3 photos. Et notre software, de l'autre côté, il va dire bah, moi, j'ai reçu 3 photos de manière asynchrone. Je vais donc décider que ces 3-là, les 3 premières photos, sont les photos de la pièce suivante. Et donc, on commence à avoir un petit décalage qui s'installe ici. Cette photo de la pièce rose, en fait, elle va être assignée à la pièce bleue. Et on continue, et on continue, et on continue comme ça jusqu'à l'infini. Et donc, à partir d'ici, nous, on commence à prendre des photos mélangées d'une pièce à l'autre de nos clients. Et donc, si on ne s'était pas rendu compte de ça assez vite, on aurait pu simplement prendre des décisions complètement absurdes et dire bah, tiens, il y a un défaut sur cette photo-là, donc la pièce bleue, il faut la sortir. Voilà. Donc c'est le genre de truc qui arrive. Un petit bug hardware qu'on ne pensait pas possible, qui se faufile à travers le software, qui arrive même jusqu'à péter des métriques de machine learning ou des choses comme ça. Donc c'est des trucs qui traversent la stack sans aucun souci et qui restent du coup dans les données. Et ça,
c'est peut-être un des bugs les plus complexes entre guillemets qu'on ait pu avoir, mais ça peut être aussi de la config, enfin une typo dans la config, ça peut être des choses qui passent à travers des pull requests, mais un truc qui est sûr et certain, c'est qu'un bug dans la data, ça arrivera tout le temps, peu importe ce qu'on fait pour les éviter. Bon, du coup, de retour sur notre super situation où tout le monde nous demande plein de trucs et il y a des hacks sur des hacks et on ne sait plus quoi faire. En plus de ça, on a une deuxième brasserie super cool qui a 4 sites qui nous a demandé aussi de déployer chez eux. Et donc, voilà, maintenant, on a tous ces trucs-là à gérer. Comme je le disais, euh, n'essayez pas ça chez vous, ça peut causer des brûlures. Bon, du coup, euh, qu'est-ce qu'on a vraiment? Alors, une petite seconde. J'ai envie de voir sur le chat s'il n'y a pas de. Ah, on m'entend plus apparemment. Ok, j'ai l'impression que sur le stream ils m'entendent, mais c'est possible que en live ils m'entendent pas. Ouais, on me demande d'arrêter. Bon, voilà. Ah, seconde, on m'appelle. Bonjour. Oui, je vois, je vois. Mais je vous attends. Ah, tu veux dire, attends, celle. Ah, putain. Celle-ci? Ok. Ok, ouais, bah dites-moi ça sur IRC, hein. Cool. Bon, bah excusez pour ces problèmes techniques. On est en train de. On peut apprécier les héros qui essayent de faire un stream autant en live que sur Twitch et qui prend des sources aussi remote. On n'aurait pas osé ça à notre époque. Hum, bonjour, je teste, je teste. Ah, ok, apparemment on m'entend. Par contre, moi j'entends pas le. Alors j'entends pas s'il y a des questions. Enfin, je sais pas si. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on essaye. En fait, j'ai pas le stream. Un petit seconde, donc on va en prendre un nouveau. Euh, ok, une petite seconde. Ah, ok, parfait. Et tu peux te muter du coup. Nice. Parfait, ok, bon ben du coup ça a l'air d'être reparti. Bon du coup je le disais, on a en plus de ça une deuxième brasserie qui est arrivée avec 4 nouveaux sites. Et voilà, donc il faut aussi rajouter ces gars-là. Donc on commence à avoir 1000 trucs qui sont différents. La brasserie, elle a aussi un champ différent qui est un peu spécifique à son business à elle, donc c'est un enfer sans nom. On a stacké trop de trucs complètement absurdes l'un sur l'autre. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a comme problème? Il y a 2 problèmes qui sont un peu fondamentaux à tout ce qu'on a fait. C'est qu'on est beaucoup trop couplé aux sources d'infos. Donc on n'a aucun bout de code
qui va prendre la donnée qui est sur les usines et qui va potentiellement regarder la donnée, qui va la fixer, qui va l'upgrade au fil de l'eau et on the fly. Finalement, on n'a aucune API qui nous, avant de rentrer dans la base de données, on a plusieurs personnes qui écrivent dans les mêmes bases de données, c'est un enfer. Donc on est juste beaucoup trop coupé aux sources d'infos. Et aussi, on traite les données par batch. Et ça, c'est un problème. Comme on l'a vu, hein, c'est un but de la latence. On est obligé de faire des règles à la con, de dire toutes les 15 minutes on upload la dernière heure. C'est des choses euh, qui sont lentes et qui sont juste pas faites pour ça, quoi. En plus de ça, du coup, c'est difficile de garantir qu'un changement sera pris en compte partout dans toutes les DB qu'on a et de propager les changements à tous les endroits où on a de la donnée qui est un peu dérivée. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout changer, on va recommencer from scratch. Vous m'excusez mes manipulations de Keynote, hein, mais on est obligé. Si on recommençait localement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ce qu'on va plutôt dire en local, plutôt que d'aller écrire dans une base de données, et donc là, on rentre dans une solution de l'espace, c'est le futur, vous allez voir, plutôt que de maintenir un état dans une base de données, on va juste décrire une suite de changements. Donc, notre bout de software, il va toujours écouter plein de sources, y compris l'interface graphique, y compris l'usine et toutes ces choses-là. Et on va juste publier l'un après l'autre des changements qu'on a reçus. Donc, par exemple, ça peut être, il y a une bière qui a été produite, il y a une bière qui a été contrôlée, il y a une bière qui a été produite, enfin, tout ça dans l'ordre, et on va juste envoyer ces trucs-là. Donc, en gros, nous, ce qu'on fait, c'est juste update on va renvoyer une suite de changements. Ces suites de changements, en fait, c'est très simple. Après, dans le cloud, on n'a qu'à les prendre un par un et puis les forward dans le cloud. Il n'y a pas plus de difficulté que ça. Il n'y a pas à se dire, bah, je vais prendre les dernières 15 minutes, il y a quoi que ce soit. Je vais juste prendre les derniers trucs et je vais les envoyer dans le cloud. Et niveau usine, c'est le truc le plus simple qu'on puisse trouver. OK. Donc, niveau de l'ingestion dans le cloud, voilà, un énorme cloud pour nous. On a toutes ces brasseries qui nous envoient plein de données. C'est très, très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On agrège tout ça dans un gros stream d'événements. N'importe quelle information transite par ce stream d'événements. Et tout va être stocké en brut sans aucune modification. Et tout va être stocké dans l'ordre. Ça va être interdit de modifier le passé. Donc, qu'est-ce que ça implique? Que toute la donnée brute, immutable, est au même endroit. Donc, si on veut repartir de la donnée brute à partir d'un moment parce qu'on a merdé sur une migration ou parce qu'on a fait quoi que ce soit, on a tout qui est là dans ce qu'on appelle le log aussi, et tout est au même endroit. Si on a consommé tout le stream aussi, on connaît toute l'information. Donc, si je suis là et que j'ai vu tous les événements que toutes mes brasseries m'ont envoyés, je sais que j'ai l'information la plus à jour qui puisse être possible à un temps T. On peut même revenir dans le passé si on veut. Donc, si on a plein d'événements bizarres qui ont été produits, bah, je peux revenir un petit peu en arrière dans le log et me dire, bah, je vais essayer de traiter ces événements différents-là. Et on n'a plus aucun effet de fenêtre, comme je disais. Donc, il n'y a pas des histoires de on upload le batch d'aujourd'hui ou quoi que ce soit. On communique que les détails. Donc ça, c'est quand même vachement l'avantage. C'est vachement plus efficace et finalement, ça remplit bien le use case qu'on a, quoi. Les mecs veulent avoir de la temps réel, enfin, de la donnée en temps réel. Très vite, bah, du coup, on a du software qui l'a produit, on a un autre qui écoute localement et qui va le transférer dès que le réseau est disponible dans le cloud. Et du coup, très très rapidement, finalement, notre information va se retrouver dans le cloud. Donc ça, c'était la partie ingestion. Et de l'autre côté, il y a la partie matérialisation. En gros, une grosse chaîne d'événements comme ça, c'est pas très utile à query, c'est un petit peu difficile. C'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va matérialiser d'autres data stores, d'autres bases de données sur base de l'event log. Donc, ça va être fait avec des connecteurs qui vont avoir comme input exclusivement l'event log et qui vont le parcourir du début à la fin et qui vont ensuite continuer d'écouter les nouveaux éléments qui arrivent et puis maintenir une base de données eux-mêmes. Et du coup, ça va être les seuls qui vont maintenir cette base de données. Donc, concrètement, comment ça se passe? Je vais encore devoir changer mon focus, pardon. Si on a un événement beer produce qui arrive, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire dans notre base de données ici un événement juste beer, parce que on regarde plus d'infos que juste la production, on va juste mettre beer.
Et comme on sait qu'on veut avoir les infos de est-ce que la bière a été contrôlée, on va déjà mettre le champ controlled à no, parce que par défaut, on sait qu'il est juste à no, et donc on sait que si plus tard il y a un événement beer controlled qui arrive, avec le serial number de la bière qui a été contrôlée, bah, on va simplement update ce champ-là dans notre base de données. Et on va mettre control AIS. Et donc le connecteur ici, déjà c'est vachement plus simple à utiliser parce qu'on n'a pas 15 usines qui écrivent dans une DB. On a un connecteur qui est le seul garant, et juste un seul, qui est le seul garant de la DB qui est ici. Donc lui, il va avoir passé 100% des données. Il a le droit de les modifier un petit peu, puisque de toute façon, la vérité brute, elle est dans l'event log ici. Et donc, il peut dire, bah, tiens, j'ai l'impression que ce champ-là, moi, j'en ai pas besoin, ou j'ai besoin d'un champ en plus, et il peut complètement changer les trucs. Il peut ignorer des données s'il le veut, parce que c'est utile pour cette base de données. Et son output, il est parfaitement arbitraire. Donc, si je veux avoir une base de données SQL ici, bah, j'ai le droit. J'ai juste à écouter les événements de la même manière, et puis écrire dans une autre base de données. Si je veux une Mongo, je peux le faire. Si je veux plein de fichiers parfaits, je peux le droit aussi. Et je peux même avoir un connecteur qui lit l'event log et qui va republier d'autres événements. Par exemple, on avait le problème de la typo tout à l'heure. On a une bière qui est produite avec le beer name qui est hors lab. C'est forcément un problème. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On a plusieurs choix. On peut toujours fixer les sources de données comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf que si on n'a pas le temps ni l'envie ou qu'on sait qu'on a 10 000 brasseries à gérer et qu'on n'a pas le temps de fixer ça chez toutes les brasseries, on peut dire c'est le connecteur qui va s'en charger. Et quand il voit un beer product arriver avec un beer name qui est hors lab, on va le corriger à hors lab et du coup dans notre base de données ici ce sera correct. Donc les données sont brutes et un peu fausses dans l'event log, et elles seront un peu raffinées et elles seront plus correctes dans la base de données que les clients ou les utilisateurs vont voir. Et ça, du coup, comme je le dis, c'était sans jamais toucher au soft déployé dans les brasseries, quoi. Tout ça, c'est dans le cloud. L'event log, il est dans le cloud. Moi, j'ai mon petit truc dans un conteneur Docker que je lance tranquillement dans mon coin. Je crée ma base de données et je vais emmerder aucune brasserie, quoi. Aussi, la migration. Si on se rend compte qu'on avait une typo et qu'on veut corriger les données historiques, c'est vachement moins risqué parce que, de un, si je me plante ici, je sais que j'ai forcément toute la donnée brute qui est dans mon event log. Et je peux tout simplement aussi me dire, en fait, j'ai la flemme de faire une migration à la main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ma base de données beers complètement, et je vais demander à mon connecteur de tout relire depuis le début. Et comme on lui a dit maintenant qu'il fallait fixer les typos hors lab vers lab, il va simplement le faire, et donc la migration, elle va se faire d'une certaine manière toute seule, quoi. Et toutes les nouvelles données qui vont arriver avec la typo, il va continuer à les fixer jusqu'à la fin des temps, quoi. Donc on a quand même déjà une facilité et un contrôle sur les bases de données de lecture qui est vachement plus grande. Et donc, je me rends compte que je dis base de données de lecture. Ici, effectivement, la base de données, on va jamais écrire dedans. La seule manière dont on va écrire dedans, c'est via le connecteur. Donc, si un utilisateur veut, par exemple, dire, moi, je me rends compte que j'ai envie de modifier juste cette ligne-là, il sera obligé de publier un événement par ici pour qu'après, pour qu'il soit dans le bloc et pour qu'il soit pris en compte par le connecteur. Et donc, on va faire uniquement de la lecture sur ces bases de données opposées à, du coup, des écrivains, ça se dit pas trop en français, des writers, qui vont publier de la donnée de l'autre côté. Pareil, on avait tout à l'heure le problème de la base de données de Brassin, qui avait un volume beaucoup trop grand parce qu'on regardait dans les bières. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer un deuxième connecteur qui, lui, va matérialiser du coup une autre base de données qui provient des mêmes données sous-jacentes, c'est toujours de l'event log. Et on va juste matérialiser. On va juste regarder Brew ID ici et le brew date, et si on se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on connaît déjà, on va le publier dans une base de données Brews. Et du coup, elle va finalement insérer un document dans la base de données Brews une fois tous les 100 000 événements beer produce, quoi. Donc, ça va être vachement plus facile à utiliser pour ceux qui veulent simplement faire des queries sur ce modèle de données-là. Si on veut avoir un autre modèle, comme je le disais, si on veut les taper ça dans un ClickHouse, si on veut taper ça dans un Postgres, dans un Elasticsearch, en fonction des types de queries qu'on veut faire sur les données sous-jacentes qu'on est en train de produire,
on a complètement le droit. On peut vraiment choisir de prendre seulement un subset des événements à gauche. On peut écrire ce qu'on veut dans les bases de données à droite. Donc on est quand même euh, vachement plus découplé entre les lecteurs et je vais toujours dire les écrivains, mais bon voilà. L'avantage en plus de ça, c'est qu'ils sont tous synchronisés, a priori, parce qu'ils se basent tous depuis la même donnée. C'est pas comme tout à l'heure où on se disait qu'on allait dériver une base de données en la copiant tous les soirs et en faisant tout un énorme job pour simplement avoir une base de données un petit peu différente. Tant que tous les connecteurs sont arrivés au bout du log et qu'ils lisent l'information qui est nécessaire, ils seront tous synchronisés et à jour. Et du coup, la donnée qu'ils présenteront peut-être de manière différente sera toujours la même. Si on veut faire évoluer les schémas, bon, si on veut les faire évoluer à droite, hein, c'est très simple. Hein, comme je le disais, on peut simplement juste écrire un nouveau connecteur et lire la donnée différemment. Si on veut faire évoluer le schéma d'écriture, c'est possible aussi. Et il y a plusieurs manières de le faire. Si par exemple on se dit, bah, on en a marre de dire que on a fait un brassin sur base des événements beer produced et on veut modéliser ça un peu plus correctement, et du coup on va maintenant publier des événements brew created, on peut le faire, et du coup on a plusieurs solutions. Le connecteur, il peut juste se dire, bah, j'ignore les nouveaux événements et je continue à travailler sur la donnée legacy qu'il y a dans beer produced pendant un temps, parce que bah, je sais pas, peut-être que l'équipe qui fait le connecteur n'a pas de temps, et du coup ils vont être obligés de maintenir ce truc-là pendant un moment. Après, on va se dire, OK, bah, je finis par traiter les événements de brew created, et donc là, on a encore deux solutions. Soit dans le connecteur, on dit, bah, tu dois pouvoir interpréter autant beer produced que beer brew created pour matérialiser ta base de données de brassin. Mais sinon, on peut aussi dire, en fait, on va régénérer un peu le passé pour essayer de deviner les événements brew created sur base des événements beer produced. Donc on va avoir un connecteur qui va lire le log de haut en bas et qui va nous dire, OK, il y a un beer produced, c'est un brew qu'on ne connaissait pas, du coup je fais un faux événement brew created. Ah, on regarde du suivant, c'est le même brew, donc pas besoin de générer un nouvel événement. On continue, beer produced, on est à brew created, c'est un nouveau, ouais, il faut faire un événement brew created à B. On continue sur le log, beer produced, c'était pas un nouveau brew, donc c'est pas grave. Et puis après, on a le vrai événement brew created. Et donc là, on s'est juste créé un nouveau topic, un nouveau stream d'événements brew created qu'on va pouvoir du coup utiliser pour d'autres connecteurs. Et eux, du coup, vont seulement connaître l'événement brew created. Et comme ça, on a simplement fait une évolution du schéma d'écriture sans souci, sans couplage entre l'équipe qui déploie du software dans les brasseries, ni l'équipe qui déploie du coup les connecteurs. Donc, les avantages de ce modèle de fonctionnement. Donc, on a plein de trucs qui publient des événements dans un divot log qui est append-only, où c'est interdit du coup de modifier le passé, parce que forcément, si on modifiait le passé, bah, il faudrait que tous nos connecteurs reviennent dessus pour recalculer tout le data store. Ça, c'est un modèle qu'on appelle l'event sourcing, et qui a plusieurs avantages. Du coup, c'est qu'on peut créer un nombre infini enfin, à peu près infini théoriquement de projections. Donc, tout ce qu'on voyait ici, tout ça, c'est des projections. Hein. Tout ce qui sort des connecteurs, c'est des projections de la donnée brute. On peut en créer un nombre infini et ils seront toujours tous synchronisés. Donc, les modèles de read et write sont découplés, hein, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. On peut complètement dénormaliser le read side pour utiliser nos queries sans avoir peur, une petite typo ici, pardon, mais sans avoir peur d'avoir des inconsistances. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. On a beaucoup plus de moyens de corriger les données qui étaient fausses, parce qu'on peut publier des événements de correction et après les gérer dans les connecteurs. On peut faire des streams dérivés qui sont simplement des corrections d'autres streams. On peut partager des librairies qui interprètent et qui corrigent les événements qu'on publie. On a vraiment vachement plus de facilité. Et aussi, du coup, après avoir déployé du software, quoi. Donc, si je veux, bah, je peux avoir des brasseries qui publient du software, enfin, qui publient de la donnée, pardon, pendant encore des années et qui sont des brasseries ultra vieilles, qui sont sur des vieux modèles de données, mais on les upgrade quand elles arrivent dans le cloud, parce que c'est là qu'on a la main. Et du coup, on laisse une machine qui fonctionne dans une brasserie et puis on fait tout le reste dans le cloud avec un et un seul bout de software. Donc, du coup, il y a quelques petits gotchas quand même. C'est pas forcément parfait comme solution, bah, pour tout en tout cas.
Il y a un truc qu'il faut connaître, c'est l'eventual consistency. C'est en gros le temps que les événements se propagent à travers tous nos connecteurs. Donc potentiellement, moi, si je suis dans mon dans ma brasserie, je fais passer une bière pile devant mon système. Ça va prendre un petit peu de temps pour que cet événement soit d'abord écrit dans le buffer local et ensuite synchronisé dans le cloud et ensuite consommé par des consommateurs, par des connecteurs qui vont eux matérialiser du coup dans les bases de données que je regarde. Et donc il y a toujours un petit peu de temps avant que tout se propage et que tout soit comme on l'attendrait en tant qu'être humain. Il y a aussi le fait que on peut parler de volumes de données qui sont gigantesques et quand on dit bah on n'a qu'à replay tout le log depuis le début et rematérialiser sans souci, bah parfois on est sur des volumétries tellement gigantesques que le replay prendrait plus que le temps d'une vie humaine et donc on est obligé de trouver un peu des compromis. On doit faire des snapshots peut-être tous les jours du truc et puis on peut restore depuis un snapshot et puis replay à partir de ce moment-là. Donc faut gérer un peu ces trucs-là et puis du coup c'est des opérations qui sont pas forcément non plus triviales. Et puis au-delà de ça, bah, c'est quand même un peu, c'est une grosse arme de guerre, quoi. Donc c'est pas forcément la meilleure solution pour tout. Ça fonctionne bien si on a des énormes volumes et si on a plein de sources de données et qu'on veut agréger toutes ces sources-là à un et un seul endroit. Mais pour des petites applications CRUD qui sont pas trop difficiles, pour lesquelles on prévoit pas un volume de données qui va devenir gigantesque, le Django qui maintient sa DB, ça fonctionne très bien. Il y aurait, à mon sens, aucun sens de développer le site d'Urlab, par exemple, la base de données du site d'Urlab sur base de l'event sourcing, quoi. Même si ce serait intéressant en termes de projet pour se faire un peu les dents, quoi. Euh, du coup, j'ai plus ou moins fini mon talk, mais il y a quelques derniers trucs que je voulais un peu ou rappeler ou juste dire qui sont un peu des erreurs qu'on a faites nous dans le passé. Euh, c'est ces trucs-là auxquels il faut penser, auxquels, enfin, moi je pense que si on en avait parlé plus tôt, ça m'aurait vachement aidé. C'est tous ces points-là, c'est dire il faut forcément, dès qu'on génère de la donnée, il faut qu'il y ait des schémas partout dans tous les sens, que ces schémas soient commutés et qu'on les respecte. Les données, c'est comme le code, ça se teste. On peut run des tests sur toutes les données qui arrivent, on peut faire des tests statistiques pour voir s'il y a des choses qui sont un peu en dehors de ce qu'on attend. Ça se versionne aussi, hein, comme on en a parlé avec les numéros enfin avec les versions du source code qu'on met dans les schémas, dans les messages qu'on publie, pardon. Euh, Partager des API, pas des DB, ça c'est un collègue à moi qui le dit très bien. Si plusieurs bouts de software ont besoin d'accéder à la même donnée, mettez une API entre les deux. C'est interdit d'avoir plusieurs bouts de software qui vont parler à une idée. Si vous allez forcément vous tirer une balle dans le pied au bout d'un moment. Il y a toujours garder la donnée brute quelque part, hein, ça c'est pas besoin d'élaborer plus que ça, toujours faire les backups, vérifier le restore et toujours tester les grosses migrations ailleurs que sur la production. Et du coup, je suis assez. Bon, alors je sais pas trop si ça risque d'être compliqué avec le stream et avec l'auditoire et un peu moi étant remote, mais s'il y a d'autres gens qui ont ou des suggestions ou des propositions ou de dire mais ce que vous avez fait c'était absurde, pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu ça, ou qui ont d'autres. Sachant qu'on l'a jamais fait, hein, c'est purement fortuit. Euh, S'il y a d'autres propositions, je pense que ça peut être assez utile de ou poser, enfin, via les questions ou de faire des suggestions soit sur le chat, soit sur l'audio. Et puis, il y a un petit slide ici de référence qui parle de tous ces sujets-là euh, et qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et voilà, j'ai fini mon talk. Et du coup, il y a mes infos en bas. Je travaille chez Scortex si vous voulez aller voir ce qu'on fait, c'est très sympa. Et du coup, si vous avez des questions, je vous écoute. Je vois des gens qui applaudissent dans l'auditoire, ça fait plaisir. Je les ai entendus aussi, ouais, ça m'a aussi fait plaisir. Je vous entends plus là par contre. Ouais. Les références, tu veux dire? Merci beaucoup.
Ouais, vas-y. Ouais, je vais répéter. Donc en gros, la question c'est comment est-ce que ça se matérialise vraiment l'event log? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le stocke? Et je pense une des propositions c'est est-ce que c'est des fichiers? Euh, du coup, l'event log c'est une base de données, hein. C'est une base de données comme une autre, mais qui a du coup des caractéristiques un peu différentes, notamment le fait que on puisse pas aller modifier les trucs qu'on a déjà insérés. Et c'est append only, donc on peut juste rajouter des données au bout. Donc après, le choix de la techno exacte pour implémenter un event log, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est assez utilisée partout et il y a des gens dans la salle qui l'utilisent déjà. C'est Kafka qui, en plus d'être cette base de données qui stocke du coup les choses de manière séquentielle et qu'on ne peut pas changer, est une plateforme PubSub. Donc moi, je peux publier des messages dessus et je peux ensuite me déclarer aussi comme consommateur. Et donc je vais demander à consommer tout le topic, par exemple, beer produced, et ensuite rester connecté. Et dès qu'il y a un nouvel événement qui est produit, je vais le suivre. Donc, j'ai un petit peu, j'ai oublié cette phase, mais donc, ouais, il y a une base de données qui stocke des messages en mode append only, et deux, la partie PubSub, donc un truc qui nous permet de consommer, les événements au fur et à mesure du temps qu'ils arrivent. Bah, ok, donc la question c'est, quand tu parles des connecteurs, est-ce que l'idée c'est de commencer avec les connecteurs? A priori, tes connecteurs vont pas pouvoir faire grand-chose s'ils n'ont pas de données sur lesquelles ils vont pouvoir travailler. Du coup, tu es obligé de générer un petit peu de données et après, effectivement, bah, tu commences avec un connecteur relativement simple qui peut-être bah, écoute l'un ou l'autre topic plutôt simple et qui va juste mettre ce truc-là dans une grosse MongoDB et c'est le truc le plus simple du monde, quoi. Mais a priori, du coup, ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Mais il faudra bien écrire à un moment une source de données et à un moment un connecteur qui publie dans une base de données, quoi. Je sais pas si il m'a répondu. Ok, cool. Euh, je sais pas si... Salut! Yes, c'est une question. Alors, oui, pardon. La question, du coup, c'est, on parle de données, de bases de données non modifiables. Donc, l'event log est effectivement append only, on peut pas le modifier. Pareil pour les bases de données target. Du coup, elles sont modifiables uniquement par les connecteurs. Et du coup, dans ce contexte-là, il y a la GDPR qui nous demande potentiellement, enfin, pas potentiellement, d'ailleurs, de manière légale, d'être capable de delete des données à propos d'une personne ou d'une entité. Il y a plusieurs stratégies. Euh, tu tu peux faire en sorte, pour des données qui sont à caractère personnel, de les lier par un, comment dire, de jamais finalement les noter dans l'event log, de les garder dans une API séparée, et du coup de les référencer par un UUID qui du coup n'a aucune valeur personnelle d'une certaine manière. Il y a ça. Et si tu veux aller du côté un peu plus extrême, tu peux aussi euh, te dire que tu vas périodiquement reprendre tout ton event log, le, le republier dans un autre event log, le dupliquer, mais en filtrant les messages que tu veux delete. Et donc, tu vas simplement te créer un deuxième event log en consommant tout ton event log initial et le republier dans un deuxième et en filtrant ouais, toutes les données qui sont à caractère privé. Mais bon, forcément, encore une fois, là, on parle
potentiellement de volume un peu hardcore à gérer, quoi. Mais il y a de la doc là-dessus. Si je me souviens bien, je sais plus c'est quel framework, mais il y a des gens qui parlent de ce sujet-là. Donc, il y a sûrement des réponses bien plus précises sur comment gérer ces cas de figure et quelles sont les différentes solutions pour faire ça. Mais c'est effectivement, ouais, c'est une question très intéressante. Ok, bah merci beaucoup pour m'avoir accueilli. J'espère que c'était cool. De Bruxelles, non mais respectez-vous, putain. Bisous, bisous. Ouais, pas de souci. Ciao.